En riant, l'organisme libère des endorphines qui ont un effet antidépresseur et anxiolytique. Le rire améliore donc notre bonne humeur. Et pourtant les chiffres le montrent, nous rions de moins en moins. Mon invité a fait de l'humour et du rire son fonds de commerce, entre chroniques, stand-up, one-woman show, réalisation et écriture pour d'autres humoristes. Au-delà de son métier, pour la connaître un petit peu, je trouve qu'elle incarne parfaitement cet optimisme, cette joie de vivre et cet humour utilisé très spontanément. Et donc c'est très naturellement que je me suis tournée vers elle et que je l'ai conviée pour qu'elle vienne nous parler du pouvoir du rire, de l'humour et d'échanger avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Léa Landau, bonjour. Bonjour Karine. Alors Léa, faut-il être sérieux pour être pris au sérieux ? Belle question. J'espère que non, en réalité. Même si je pense que pour aller vers quelque chose de sérieux, il faut avoir quand même une espèce de discipline et donc un truc un peu sérieux. Mais on va pas vers le sérieux sans humour, sans rire. Voilà, c'est un sérieux toujours dans la bonne humeur. Léa, j'ai lu que tu avais été une élève dissipée. Tu obtiens malgré tout un bac S, suivi d'études de droit, et 1 mois avant de passer l'examen pour devenir avocate, tu plaques tout contre l'avis de tes parents parce que ton rêve à toi, c'était de faire du cinéma. Sauf que les hasards de la vie, qui n'en sont pas toujours, t'ont amené à animer une émission télévision. En effet, tu es recrutée sur Fille TV, Génération 88.2, puis tu as été chroniqueuse sur W9, M6, TF1, Europe 1. Bref, tu n'arrêtes plus. Entre spectacle, stand-up et one-woman show, tu réalises même plusieurs courts-métrages, dont Smile, et tu as également créé le festival Rire avec elle de Trouville. Donc la palette du rire chez toi est vraiment une seconde nature. C'est omniprésent. Le rire a-t-il toujours été une seconde nature chez toi ? Ou est-ce que, au contraire, et comme beaucoup d'humoristes d'ailleurs, tu as eu des périodes plutôt de timidité et tu as combattu à quelque part cette timidité, ou est-ce que tu es comme ça et ça t'a posé aucun problème d'entrée ? Alors le rire, c'est pas une seconde nature. Chez moi, c'est une première nature. Je pense que depuis toute petite, je suis le boute en train, le clown de service. J'ai passé mon enfance, ma jeunesse à rire, à faire rire les autres, en commençant par la famille, ma mère, mon frère, les cousins, les cousines. Et dès que j'arrivais, j'étais le petit clown du jour. En fait, j'étais pas du tout timide moi quand j'étais jeune. Ah non, j'avais un sacré caractère. J'ai jamais été timide. Je prenais la parole tout le temps, même quand on me la donnait pas. Et puis, d'ailleurs, ma mère qui m'a élevée seule m'a envoyée en colonie. Je devais avoir 3 ans parce qu'elle n'avait pas le choix. Et elle a appelé au bout de 2 jours pour savoir comment ça se passait. Ils ont dit « Oh là là !» Oh Léa, non, mais alors vous en faites pas, hein, elle a déjà dirigé tout le monde, elle fait rire tout le monde. J'étais vraiment loin d'être timide. Donc j'avais un sacré caractère dès petite et j'étais déjà drôle, naturellement. Et le sens de la répartie, parce que pour faire du stand-up, et tu en fais, il faut avoir le sens de la répartie, il y a beaucoup d'improvisation. Ça pareil, c'est quelque chose que tu as ou c'est quelque chose que tu as travaillé, ou les deux peut-être même. Ouais, alors c'est quelque chose pareil que j'avais de manière assez innée, je pense, mais lié à mon caractère, c'est-à-dire comme je me laissais pas faire, j'avais toujours besoin de répondre à tout le monde, d'être un peu insolente. Donc, j'avais toujours le mot tout de suite après, une question, une réflexion. Et puis, je sais pas, c'est encore une fois, je crois que ça, c'est aussi une nature. J'ai l'esprit vif. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est peut-être le côté débrouillard aussi de ma mère qui a tout fait toute seule. Elle m'a laissé livrer à moi-même très, très vite. Depuis toute petite, en fait, j'ai acquis une répartie assez naturellement. Et puis après, avec la force de travail, comme j'ai travaillé beaucoup pour des émissions d'humour, la radio où tu as peur du micro-silence, tu vois, c'est un peu comme le podcast. Donc, j'ai travaillé mon esprit à avoir toujours la question d'avance, la réponse d'avance ou la vanne d'avance. Et donc, voilà, j'ai travaillé ce côté vivacité de réflexion et de répartie que j'avais déjà, mais que j'ai consolidé avec le temps, je pense. Et comment es-tu venue à te lancer sur scène ?
Alors, écoute, en fait, donc le hasard de la vie a fait que j'ai travaillé un peu en télé, mais j'avais une formation de comédienne parce que c'était mon rêve de petite fille. Et donc, bah voilà, j'adorais être sur scène, encore une fois, me mettre en avant. Je sais pas, c'était quelque chose d'assez inné. Ça semble hyper égocentré quand tu le dis comme ça, mais en fait, non, c'était presque une passion, tu vois. C'était jouer, faire rire les autres, etc. Et puis, un jour, bah, je passe un casting pour un programme court pour Canal+. Et dans la salle, il y a un monsieur. Et il vient me voir, qui travaillait à l'époque pour Juste pour rire. Tu sais qu'il y a une grosse boîte de production d'humoristes qu'on lançait un peu tout le monde, hein, Dubosc, Foresti, Gaspard Proust, etc. J'en passe. Et il vient me voir à la fin du casting et il me dit écoute, t'as déjà fait de la scène? Alors je lui dis oui, du théâtre quand j'étais jeune, plus petite, mais c'est vrai que là, ça fait longtemps. Il me dit non, mais du stand-up ou du seul en scène, du one-woman show. Et je lui dis ah non, non. Et il me dit, faut que tu fasses ça, t'es faite pour ça et tout. Je l'ai vu dans ton casting. Et je lui dis, ah bah ok, c'est gentil. Et ce mec ne m'a pas lâché pendant, je crois, 3 ans. Il m'appelait tout le temps, il me dit, alors. Et je disais, bah alors, j'ai pas le temps, alors. Et puis un été, je me dis, allez, il me relançait pour la énième fois. Et je lui dis, écoute, ok, vas-y. Il me dit, commence par écrire un quart d'heure et on joue en novembre. Et c'était en été, donc j'ai dit, allez, ok. Et un quart d'heure, c'est quand même, c'est pas évident. C'est peut-être 5 pages, mais 5 pages danse avec beaucoup de vannes, donc c'est, et puis il faut qu'il y ait un propos et tout, donc et bon bah je me suis lancé le défi. Il a booké une date dans un tout petit théâtre de Pigalle où beaucoup d'humoristes ont démarré, comme Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, etc. C'était une toute petite salle, la scène est ronde, il y a des miroirs au plafond, puis t'as 40 petits sièges rouges en contrebas, tu vois. Et il réserve ce truc-là avec 2 personnes derrière moi pour pouvoir faire 1 heure. Et je monte sur scène pour la première fois. Et j'ai un trac comme jamais. Et je me suis dit, il faut être vraiment taré pour faire ce métier, en fait. C'était l'horreur. Et donc, je tremblais, j'entendais les gens dans la salle. Puis voilà, et ça a été comme ça que j'ai mis le premier pied sur scène. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe quand on a devant soi un public qui rit? Alors ça, c'est la consécration de tout. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu es là. En fait, avant de monter sur scène, tu es dans un état de stress et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ce truc horrible, là, cette boule dans le ventre, les frissons, tout ça, l'envie de repartir, en fait. Et puis, quand tu es sur scène et que tu joues, ou que tu sors une vanne et que tu entends le côté immédiat de la réponse du public par un rire, enfin, tu te dis, waouh, ok, waouh, c'est incroyable. Tu ressens quoi? Bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent de l'amour et en fait, moi, je disais, oh, de l'amour, faut quand même pas pousser et tout. Tu sens, voilà, tu sens une énergie. Mais en vrai, c'est un peu ça quand même. T'as l'impression, ouais, c'est ça. Il t'envoie un truc tellement positif et tout que tu le prends comme un câlin, un énorme câlin de réconfort. En fait, t'es drôle et là, tu dis, oh, merci dans ta tête. Tu dis, oh, merci et ça te donne une énergie pour continuer le spectacle qui est incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est quelque chose qui est inexplicable. Et je dis, faut être monté sur scène pour le comprendre. Et surtout, ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai fait plein de trucs dans ma vie, mais ce que tu ressens sur scène, tu le retrouveras jamais, jamais ailleurs que sur scène. Tu veux dire cette décharge d'énergie, d'amour? Ouais, c'est tout. C'est-à-dire la parenthèse que ça crée dans ta propre vie même. Le fait que tu arrives sur scène et puis là, tu es dans une bulle. C'est bizarre, mais tu ne penses à rien d'autre que cet échange immédiat entre les gens qui sont en face de toi et toi. Et tout le reste n'existe plus. Et ce truc-là, il existe nulle part. C'est impossible parce que c'est comme si ton cerveau se mettait en pause de tes émotions de vie, ta famille, tes amis, tout ça, et se met en instant T. Genre, profite et surtout, vis ce truc. Vis ce truc parce que ce qui existe là maintenant, c'est cet échange, rien d'autre. Et ils sont là pour toi, tu peux pas les décevoir. Alors justement, ça doit forcément t'arriver, c'est-à-dire qu'un jour tu montes sur scène, et puis toi tu as eu une journée terrible, tu es complètement down, pas bien, tu vas sur scène, il se passe quoi? Les gens rient, donc tu fais le job, ça te recharge, ça te rebooste, ou tu es dans un rôle et pas plus que ça? Bah, écoute, j'ai 3 anecdotes à ce sujet, si tu veux. La première, c'est que j'ai joué au Théâtre des Mathurins pendant 3 ans.
Et pour moi, c'était génial parce que très beau théâtre, c'était une chance d'y aller. Et puis, je me fais larguer. Enfin, je me fais pas larguer. J'apprends que je suis cocu. Et c'est l'enfer. Je vis mon premier gros chagrin. Et je perds 8 kilos, je pleure tout le temps. Et surtout, je deviens insomniaque à partir de ce moment-là. Et tu te refais ton histoire en arrière et t'endors plus. Et c'est horrible, tu te remets en question. Et puis, personnellement, dans ma vie familiale, il y avait des problèmes et tout ça. Et tout arrive en même temps. Alors que tu dois normalement vivre le plus beau moment de ta vie parce que tu joues dans un super théâtre, ton one-woman show, pour lequel tu bosses depuis des années. Et en fait, je me souviens, j'étais sur scène et au Théâtre des Mathurins, t'as des gros rideaux rouges. Et je m'assois sur scène, les rideaux me séparent du public qui s'installe. Et je suis assise, j'ai perdu 8 kilos, j'ai zéro appétit, je mange pas, je pleure tous les jours, je ne dors pas. Et j'entends les gens qui s'installent j'entends leur conversation de ah ça, je suis trop contente d'être là. Bon, désolée, j'étais un peu en retard. Bon, on se fait quel dîner après, quel resto? Et tu les écoutes, mais comme un espèce de brouhaha qui t'agresse un peu parce que toi, t'es au plus mal. Et puis, il y a ma régisseuse qui arrive et qui me tape sur l'épaule et qui me donne un Mars en me sortant la vanne, allez, un Mars et ça repart. Et puis, elle me dit, bois un coup d'eau et il faut qu'on attaque, on va être en retard. Et donc, je me lève, mais sans grande conviction, sans grande force même. Et le rideau s'ouvre. Et ce truc dont je te parle, assez bizarre, où d'un coup, il n'y a rien d'autre qui existe que ce moment-là. J'entends le premier rire qui me redresse un petit peu. Le deuxième qui me donne mon sourire à moi. Et puis, il y a cet échange et je me sens revivre. Je me sens enfin moi. Tu reprends goût à la vie. Je reprends goût à la vie. Cette personne m'a éteinte, quoi. Éteinte. Voilà. Mes amis me disaient, t'es éteinte, on t'a jamais vue comme ça. Et là, pendant cette heure-là, je me sens enfin moi. Et les rideaux se referment, fin public, les gens hyper heureux, applaudissent, etc. Et toute la tristesse revient. Et ce qui est fou, c'est que pendant cette heure-là, c'était magique. Et j'ai vécu ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Tous les soirs, j'étais assise sur la scène, malheureuse, les rideaux s'ouvrent, je vis la magie. En fait, c'était ma bulle de respiration. Mais pour y aller jusque-là, je traînais des pieds parce que j'avais pas la force. Mais je savais, et je me disais, souviens-toi, la semaine dernière, après ça, waouh, t'étais quand même bien reboosté un petit peu et tout. Et ce moment-là, cette parenthèse, elle est exceptionnelle. Et donc, ça, c'est l'histoire la plus longue. Et pour la deuxième petite anecdote, une fois, je me prends une cuite, mais monumentale. Je fais la fête avec des amis. Je reste jusqu'au lit, au lit jusqu'à 18h, tellement j'avais encore la nausée de la veille, impossible de me lever, mal à la tête. Le théâtre est blindé. Et donc, obligée d'y aller. Je prends ma voiture, mais vraiment, je me sens pas bien. Je prends des bonbons et tout à la menthe pour me changer les idées. Du coca, tout ça. J'arrive et je dis à ma régisseuse, écoute, je suis dans un état, mais j'ai les jambes qui flageolent de la cuite, quoi. Je lui dis, mets une bassine à jardin, parce que je suis pas à l'abri de vomir pendant la représentation. Et écoute, pareil, je monte sur scène. J'oublie, j'ai plus mal à la tête. Je fais une de mes meilleures représentations. C'est vraiment une de mes meilleures parce que tu puises une énergie dans tes ressources qui est dingue. Et je suis même meilleure qu'habituellement quand j'arrive un peu sûre de moi à la cool, quoi. Et donc, je me dis, waouh. Et puis, je suis rentrée chez moi et hop, la cuite avait disparu. Et la troisième, c'est pareil, je suis enrhumée. J'ai le nez bouché, je tousse, j'ai la gorge qui gratte. Et le nez bouché depuis 1 semaine. Je me mouche, ça s'arrête pas, j'arrive plus à respirer. C'est embêtant, ouais. Tu vois? Et je me dis comment je vais faire si j'ai le nez qui coule pendant la représentation. Et je joue, mon nez se débouche 2 minutes après. Il se débouche pendant la représentation, je respire, je ne tousse pas une seule seconde. Mais quand les rideaux se referment, le nez se rebouche. Je ne peux pas expliquer, mais la scène a ce truc magique. Toi, tu vas chercher le maximum pour donner, les gens te donnent en retour, ça te nourrit, ça serait pas un espèce d'échange de belle énergie finalement, non? Si, je pense, et je pense surtout qu'on a des ressources en soi qu'on ne soupçonne même pas. Ah, ça c'est sûr. Voilà, et que dans les moments où tu n'as pas le choix et que tu as envie d'aimer ou de donner, en fait, ton corps, il t'aide. Voilà, en fait, quand tu veux être positif et que tu veux offrir aux autres, ton corps, il t'aide. Est-ce que l'humour est inné de ton point de vue ou y a-t-il des personnes qui sont totalement dépourvues d'humour? Moi, je trouve ça drôle parce que je trouve qu'il y a des gens qui... déjà, quand on rit pas à mes vannes, je trouve que les personnes sont dépourvues d'humour.
te dis, moi, je pense que j'étais drôle depuis toute petite. Donc, il y a un truc inné. Il y a des gens qui ont de l'humour de manière assez naturelle, qui ont la bonne répartie au bon moment, le bon jeu de mots, le bon. Et puis, il y a les gens qui réceptionnent cet humour. Et il y en a qui en ont, donc qui comprennent ton deuxième degré, parfois troisième degré, ton côté cynique. Et puis, il y a ceux qui passent totalement à côté. Et là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Alors, je me dis, soit ils sont tristes, soit ils n'ont pas d'humour. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'humour. Et ce qui est intéressant dans l'humour, en revanche, c'est que ceux qui en ont, mais de manière complètement variée. Il y a plein de styles d'humour. Tu vois, par exemple, je sais que mon frère, il a un humour très cynique qui, moi, me fait pas très rire. Pas trop rire. Mais c'est son humour à lui. Mais c'est son humour. Donc, il a son style d'humour. Donc, il y a des gens qui ont plein de styles d'humour. Donc, chez les humoristes, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui vont être premier degré, d'autres humour noir. Moi, par exemple, ça, c'est pas mon style. Et l'autre humour un peu trash. Donc, ils ont tous leur style d'humour. Mais ne pas avoir d'humour du tout, c'est d'une tristesse. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour. Là, l'adulte ne rirait, lui, que 20 fois par jour. Qu'est-ce que cela veut dire de nous, d'après toi? Que l'on ne devrait pas perdre notre âme d'enfant? Ah ouais, alors c'est 300 fois par jour un enfant, mais il pleure autant par contre, on est d'accord. Un adulte seulement 20 fois? Waouh! Alors déjà c'est triste. Pourquoi? Tu sais, moi je pense que tout simplement c'est l'innocence. Voilà, l'innocence, l'insouciance, la découverte de la vie. Se dire que tous les gens que tu croises quand tu es un enfant, tu as l'impression que c'est que des gens qui t'apportent de l'amour en fait, de l'amour, des sourires. Donc tu ris aussi. Puis d'ailleurs, dès que tu croises des gens quand tu es enfant, en général, ils essayent de te faire rire. Ils font coucou, ça va? Alors que quand tu es adulte, ils disent ça va? Tu vois, la différence, c'est pas du tout la même chose. Peut-être ne pas se prendre au sérieux. Un enfant, il se prend pas au sérieux, il est pas dans une mécanique. Peut-être que en grandissant, alors peut-être, garder justement cette âme d'enfance, ne pas se prendre au sérieux, ne pas faire des choses, une affaire personnelle systématique, non? Mais t'as raison, c'est ça. C'est essayer de pas du tout se prendre au sérieux, c'est hyper important. Et tu sais, on dit toujours, moi j'entends toujours des gens dire j'ai 50 ans. Et c'est pareil, je trouve que l'âge, en fait, c'est l'âge que tu as à l'intérieur. Pas du tout l'âge, les années qui passent, on s'en fout, en fait. Et ça se ressent, les gens qui se sentent encore jeunes, encore plein de joie. Et puis, les problèmes de la vie, on en a tous, hein, c'est le quotidien. Quand tu es adulte, c'est peut-être ce qui fait que tu ris un peu moins parce que tu as les responsabilités, les impôts, tu vois, les trucs à la con de la vie qui, parfois, te brident, te plombent. Et en même temps, franchement... il n'y a rien de mieux que rire, quoi. Faut pas oublier de rire, jamais. Et 20 fois, c'est pas assez. Je suis bien d'accord. Alors, je vais te donner d'autres chiffres qui vont peut-être te surprendre. Des études démontrent que les individus, laissent de moins en moins de place au rire. 19 minutes en 1939, 6 minutes en 1983 et moins d'1 minute aujourd'hui. Non, mais 1 minute dans une journée? Une journée, les gens rient. C'est waouh. En moyenne, ça. Regarde, on est bridé de toutes parts maintenant. Tu veux faire de l'humour, on te dit ah non, ça, ce sujet, il faut pas. Tu vois, la grosse bonne vanne de, j'en sais rien, de 1939 ou de 83 que tu pouvais faire à table un peu pour dérider toute ta famille. Maintenant, t'es un peu sur la sellette. T'as la boule au ventre de se dire est-ce que c'est déplacé? Est-ce que... J'ai l'impression qu'en fait, c'est la société dans laquelle on vit qui bride de plus en plus l'humour. Il faut peut-être retrouver de la spontanéité. C'est dommage. Alors, le rire est-il un outil essentiel de notre vie, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle? Moi, je pense que si on fait les choses sans le rire, tout devient d'une tristesse absolue. Et donc, le moteur... tout le dynamisme de notre corps, notre énergie à faire ces choses-là serait amoindri. Aller au travail... Si tu te marres pas avec tes collègues ou que ton travail te fait pas rire, et c'est horrible. C'est-à-dire tous les jours, tu y vas en traînant des pieds, en te disant oh là là, je vais encore passer une journée pourrie. Non. Et dans un couple, en amour, moi je pourrais pas être avec quelqu'un avec qui je ris pas, par exemple. Ah ouais, ce serait rédhibitoire. Ou quelqu'un qui capte pas mon humour. J'en ai parlé en introduction, mais le rire est excellent pour la santé. Il renforce le système immunitaire, il aide à lutter contre le stress, il réduit la tension artérielle. Il permet de réduire la douleur car il produit des endorphines. Il est très bon pour le cœur car il provoque un ralentissement du cœur, un relâchement des vaisseaux et permet une détente musculaire. Donc c'est vraiment la tête et le corps pour le coup.
c'est sûr. Moi, je peux te dire que je connais quelqu'un de très proche qui est passé par des étapes compliquées, mais qui rit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu te demandes où est sa force, en fait. Eh bien, sa force, c'est ça. C'est que le rire, en fait, tu gagnes. Alors, je ne sais plus, mais il y avait une étude aussi là-dessus, que le rire fait gagner de l'espérance de vie. Tout à fait, le rire prolonge l'espérance de vie de 20%, c'est-à-dire 7 ans. Et cette expérience a été réalisée sur 53 500 personnes. Et c'est une étude qui a été menée par l'Université des sciences et technologies de Norvège. Alors, dans un autre registre, mais tout aussi intéressant, Jean Cocteau aurait dit « La faculté de rire aux éclats est preuve d'une âme excellente ». Ça te va, ça, Léa ? Ah bah ouais, j'aime beaucoup Jean Cocteau, alors parce que moi, ça m'arrive souvent de rire aux éclats. J'ai un rire d'ailleurs très fort. Il a tout à fait raison. Parce que le rire... Sourire, c'est quelque chose. Sourire, ça peut être un acte de politesse, ça peut être un acte de séduction. Rire, c'est déjà quelque chose que tu maîtrises moins, mais alors rire aux éclats, c'est quelque chose qui part de l'intérieur de toi, que tu ne maîtrises absolument pas, puisque tu ne peux pas te contenir. Et alors oui, là, c'est que ça vient de loin. Donc, c'est une preuve d'une âme qui est bien en éveil, ouais. Léa, as-tu un souvenir à partager où l'humour ou le rire t'a permis de te sortir d'une mauvaise situation ? Bah, tu connais ces situations très gênantes d'une personne en face de toi qui a un certain pouvoir, ou tu es en rendez-vous de travail, mais il y a une drague, un truc un peu déplacé. Moi, je m'en sors toujours avec l'humour. C'est-à-dire, je vais faire un ouais, très, très drôle, ouais, bien joué, voilà. Et puis, je vais trouver une blague, un truc pour rebondir. L'humour me sort beaucoup des moments de gêne. Et en général, ça déstabilise beaucoup ton interlocuteur. Donc, c'est une arme fatale. Une arme, bien sûr. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. L'humour, le rire, ne serait-ce pas un acte d'amour vers l'autre ? Je pense typiquement un groupe, intégrer une nouvelle personne, remonter le moral à un ami, à une personne, à un collègue. Bah oui, moi je l'utilise tous les jours, et je l'utilise tous les jours dans toutes mes relations amicales, ma relation amoureuse, ma relation professionnelle. Je ne peux pas m'empêcher de toute façon de faire rire les autres. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis au restaurant, naturellement, le serveur arrive, je vais lui dire un truc qui va le faire rire. C'est faire du bien aux autres. Alors Léa, en ce début d'année 2023, quel message souhaites-tu transmettre pour inciter chacun de nos auditeurs à cultiver mieux la joie, le rire et l'humour ? Déjà, venez me voir sur scène. On va en parler, tu vas nous parler de ton actualité. Non, je plaisante. Écoute, si, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est de faire mentir tous ces chiffres dont tu m'as parlé tout à l'heure, et d'essayer de faire en sorte qu'en 2023, on rit minimum 20 minutes chacun par jour, ce qui est déjà super. Et ne pas oublier de consacrer tous les moments qu'on passe avec ses proches à rire plutôt qu'à s'engueuler, à s'énerver, à perdre toute cette énergie pour rien. Donc, à sourire. Oui, à sourire. En fait, ça prend pas plus de temps. Ça coûte rien du tout. Et c'est fou parce qu'en fait, non seulement on apporte du bonheur aux autres, mais on en ressent aussi. Quand on sent justement qu'on a apporté un petit sourire à quelqu'un, une petite bulle de joie dans sa journée, on se sent mieux. Et puis moi, il y a un endroit où je me sens vraiment bien, mais je sais qu'on peut en reparler, mais allez au cinéma, allez faire vibrer vos émotions dans des grandes salles, voir des comédies, aller au théâtre. Faut pas oublier aussi d'aller, tu sais, c'est comme l'amour, t'as envie d'être heureux en amour, sors, va à la rencontre des autres et provoque un peu ton destin. T'as envie d'être heureux, attends pas d'être chez toi, rien faire, sors, va au théâtre, va au cinéma, va dîner avec tes potes et va chercher le rire là où il se trouve. Alors ton actualité, j'aimerais bien qu'on en parle. Je te laisse nous dérouler tout ça. Bah ouais, parce qu'il y en a pas mal. Bon, et écoute, déjà, tous les lundis à 20h, c'est ma bulle de respiration hebdomadaire. J'organise un plateau d'humoristes sur le Concorde Atlantique qui s'appelle La Scène Ouverte, que j'ai créé il y a 1 an et demi, où il y a des humoristes différents toutes les semaines qui font du stand-up. Et donc, moi, j'ai la joie de les programmer. J'en programme 5 différents chaque semaine. Et puis, moi, je reçois le public, donc je suis là, j'improvise, je joue, je teste aussi mes vannes, etc. Et aussi, il y a un truc qui fait beaucoup de bien dans la vie, c'est de tendre la main à ceux qui en ont besoin.
Et donc, je clôture toujours mes plateaux de stand-up par un bonus de 5 minutes. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui m'écrivent, qui se lancent dans le stand-up, qui ne sont pas encore, tu vois, chevronnés aux scènes. Parfois, ils en ont jamais fait. Et puis, ils tapent aux portes et ils ont raison. J'ai envie de leur tendre la main. Voilà. Ça, c'est le lundi soir. Lundi soir, à 20h, sur le Concorde Atlantique, la scène ouverte. Donc, on se présente au Concorde Atlantique. On n'a pas besoin de réserver en ligne. Explique-nous. Eh ben, il y a un compte Instagram qui s'appelle La Seine Ouverte. Alors, la Seine comme le fleuve, parce que c'est une péniche sur la Seine, donc S-E-I-N-E. Et il y a un petit lien dans la bio de réservation. La réservation est gratuite. D'accord. Après, tu peux te pointer comme ça. On a eu des soirs où on était complet. Donc, autant réserver. Au moins, tu es sûr d'avoir ta place. Donc, on réserve sur le compte Instagram. Et tu peux manger, boire des coups. On ouvre dès 19h et c'est super pour faire un after work. D'accord, très bien. Donc ça, c'est noté. Ensuite, spectacle, court-métrage, réalisation. Je sais que tu es sur le tournage d'un film. Tu as réalisé un film. Tu peux nous en parler ? Eh ben, écoute, j'en suis à mon 5e court-métrage. Je viens de le finir il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mis dans des festivals de cinéma. Je l'ai fait notamment pour le festival Nikon qui a lieu chaque année. Et j'aime bien, c'est un challenge que je relève depuis 3 ans déjà parce qu'il t'impose un thème et une durée. C'est 2 minutes 20 maximum et il t'impose un thème. Cette année, c'est le nombre 13. Et moi, je suis partie sur une énorme vanne parce que justement, tu vois, un truc vraiment drôle et complètement barré parce que je me suis dit que tout le monde allait partir sur le 13, l'horreur, la chance, une date. Voilà, donc je suis partie sur un truc déluré. Puis écoute, je prépare mon prochain spectacle. Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir le jouer en entier parce que je prépare mon premier long métrage pour le cinéma. Top. Voilà. Donc là, on n'en parle pas. Après, on en saura plus dans quelques mois. Ouais, j'ai ce petit côté superstitieux encore, tu vois, mais si tout va bien, je devrais le tourner cette année et il devrait être au cinéma début 2024, si tout va bien. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je mettrai toutes les infos sur mon compte Insta ou toi, t'en parleras à nouveau dans ton podcast. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Léa, c'était très sympa. J'étais vraiment enthousiasmée par cette interview avec toi. Merci beaucoup. Moi aussi Karine, et je te félicite parce que je sais pas depuis combien de temps on parle, mais tu m'as offert au moins 40 sourires. Voilà. Merci. Bye bye.